On vous a rajouté du temps pourtant. Moi, J'espère que vous avez j'adore. bien vu les messages, mais ça nous permet de bien rester dans le timing. J'espère que vous avez pu avoir du coup des belles discussions. Alors finalement, dans le groupe 1, c'était autour de la problématique d'Air Liquide, sur la problématique de LVMH dans le groupe 2 et sur Covivio dans le groupe 3. Merci d'avoir joué le jeu de ces advisory boards. Donc vous avez bien compris la séquence problématisation, explication du contexte et quelques questions de clarification dans les 12 premières minutes. Et puis, vraiment dans le temps 2, ce que je vous invite à faire pour le deuxième temps de codev qu'on verra sur d'autres problématiques, c'est j'invite les porteurs ou porteuses de sujets ou de problématiques à surtout ne pas intervenir dans ce deuxième temps pour entendre ce qui se dit sur la problématique qui a été posée, et ce qui permet de sortir en fait de ces représentations et de voir d'autres réactions qui peuvent être parfois choquantes ou extrêmement marginales par rapport à votre réalité du quotidien. Et souvent, ce qu'on observe vraiment dans les processus d'intelligence collective, c'est que c'est à travers ces différentes remarques, points de vue extrêmement différents, souvent venant d'autres secteurs, que on peut tirer des enseignements ou des alternatives pour aborder le sujet différemment. Donc voilà, on a fait un premier exercice de codev. Il va y avoir une deuxième occasion, invitation vraiment pour vous à essayer de respecter ce séquençage pour que ça soit le plus riche possible. Arthur, je te laisse la main pour présenter notre prochain intervenant, donc François, et le témoignage d'OVH. Très bien, bonjour à tous. Donc, François Stérin est directeur de l'innovation et directeur de l'industrie de OVH Cloud. OVH Cloud qui est un clouder français. François le présentera bien. Et on souhaitait faire intervenir François puisque François a mis en œuvre avec OVH Cloud toute une dynamique autour du développement durable by design en fait dans leur innovation. On trouvait que c'était particulièrement intéressant de le faire intervenir. Voilà, François, the floor is yours. Bonjour à tous et merci à Capgemini et à l'Institut des futurs Setup de m'avoir invité à cette session. En fait, dans le cadre de ce témoignage, ce que je pensais partager avec vous pendant 15-20 minutes et après, je serais vraiment ravi de prendre vos questions. C'est un peu comment s'est passée l'année 2020 et ce qu'on a fait en 2020, la mise en place de notre feuille de route environnementale chez OVH Cloud. Et avant ça, je vous présenter rapidement OVH Cloud pour ceux qui ne le connaissent pas encore et vous présenter les enjeux qu'on avait et où on en est alors aujourd'hui là-dessus. Voilà, donc j'ai quelques slides, j'ai vraiment pas beaucoup parce que je suppose que vous avez déjà fait plein de slides partout. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un témoignage plutôt que des slides. Mais pour mettre en contexte, alors, je vais partager les slides. Hop, normalement, ça marche. J'espère que vous voyez tous bien les slides. Donc ça, cette slide-là, elle va aller être très, très Oui, vite. c'est bon, François, on voit bien. Donc, OVH Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est un clouder européen, même mondial maintenant, mais d'origine française, d'origine même franco-polonaise. Ça a été fondé par une famille il y a un peu plus de 20 ans, en 1999, la famille Klaba, qui vient de Pologne. Et au départ dans le Nord, et après on s'est un peu étendu en France, en Europe, et puis dans le monde. Aujourd'hui, historiquement, on fournissait avant tout des solutions d'hébergement de sites web. Et maintenant, on s'est quand même beaucoup plus orienté vers ce qu'on appelle le cloud, qui est l'hébergement informatique en nuage, l'info-nuagique, comme disent les Canadiens. Ce qui fait qu'on a 31 centres de données sur 12 sites aujourd'hui. On est un petit peu au-dessus de 2300 employés, 400. On est à peu près dans cette fourchette-là aujourd'hui. Et c'est une taille qui est intermédiaire et qui est intéressante dans notre problématique. Je vais vous dire pourquoi ensuite. On est à la fois gros et pas si gros que ça finalement. Et donc, vis-à-vis de toutes les problématiques RSE, on se trouve un petit peu dans une taille intermédiaire et on pourra revenir là-dessus. Alors, un truc qui est intéressant aussi, c'est on assemble nous-mêmes nos serveurs informatiques qu'on déploie nous-mêmes ensuite dans notre centre de données. On en produit presque 100 000 par an, en fait, mine de rien, à Croix, dans le Nord. Il
il y a une usine d'assemblage de serveurs. C'est assez unique. Et en fait, on a un modèle qui est complètement intégré, qui va vraiment de l'expression des besoins jusqu'au déploiement de cette infrastructure physique en centre de données pour les utilisateurs. Et là encore, je vais vous expliquer pourquoi ça a aussi un impact sur notre feuille de route environnementale. Le fait qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, ça nous permet justement de pouvoir agir sur toute la chaîne de valeur. Et on est capable d'aller chercher peut-être des choses que les autres ne sont pas encore capables. Ils vont peut-être l'être, mais voilà. Il y a beaucoup de chiffres ici, mais grosso modo, on est dans une bonne croissance sur le cloud. On a un peu profité effectivement de la crise parce que avec le passage, par exemple, de certains, l'accélération digitale de certains, ça nous a permis de continuer l'activité et même de renforcer notre croissance. Je n'irai pas plus loin sur cette slide. Je voulais juste vous dire aussi ce qu'on appelle le modèle intégré. Alors, je suis désolé, les slides sont en anglais. Pour nous, ça veut dire qu'on a vraiment une vision supply chain, en fait. Pour nous, fournir de la capacité d'hébergement informatique, c'est vraiment une problématique industrielle. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon titre, c'est « Je suis le Chief Industrial Officer chez OVH », donc je m'occupe de tout ce qui est assemblage et opération des centres de données. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste de l'infrastructure, il y a une vraie logique de supply chain complète. Et donc, on est capable, notre objectif, c'est du moment où on se dit, tiens, on va faire un serveur, jusqu'au moment où on le déploie et on le met à disposition de nos clients et qui génère du revenu, on a un objectif de 14 jours. Bien sûr, si on le faisait en Asie, par exemple, vous voyez tout de suite que le transport, des 14 jours, on n'y serait pas. Donc, c'est vraiment cette logique-là. On a aussi un centre de production au Canada qui nous permet justement d'adresser la plaque nord-américaine et de rester dans ces 14 jours. Alors, pour en venir au sujet du témoignage, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait par nature plutôt des points forts sur le parti environnemental. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a toujours été focalisé sur les rapports prix-performance. Vraiment être très efficace, ça a toujours été notre ADN pour être bien positionné au niveau prix. En fait, on avait un business model on se veut en fait price leader by design. Alors là, je vous parle de finance, de prix, d'économie. Et c'était le motif principal, il ne faut pas se leurrer. Mais en fait, on se rend compte aussi que là, l'économie et l'écologie vont de prix, parce qu'en faisant ça, finalement, on est assez vertueux en termes d'environnement. Alors, je vous explique pourquoi. Dans notre business, l'idée, c'est de dépenser le moins d'énergie possible, parce qu'on ne refacture pas le client à l'énergie. Donc, du coup, en essayant de minimiser l'énergie consommée pour des raisons financières, finalement, on réduit aussi notre empreinte environnementale pour le même résultat. Et donc, en fait, l'efficacité, on va dire, financière va de pair avec un développement vertueux au niveau environnemental. Et ça, on l'a fait depuis le tout début, parce que depuis 2003, on utilise un refroidissement de nos serveurs avec un système à l'eau, qui permet de mieux évacuer la chaleur et d'être plus efficace. Alors, là, il y a plein d'acronymes, PUE, ça c'est ce qu'on appelle le Power Usage Efficiency, c'est le rapport entre l'énergie totale utilisée et l'énergie qui va au serveur. Et la même chose, on a sur l'eau, on appelle le Water Usage Efficiency, qui mesure en fait combien on a besoin d'eau pour refroidir un serveur. Et en fait, nous, on utilise l'eau en boucle fermée, donc on est plutôt quelque chose de pas mal. Une autre partie aussi, je pense qu'on faisait de l'économie circulaire avant, sans même le savoir, un peu comme M. Jourdain fait de la prose. On a cherché à diminuer nos coûts de bâtiment. Donc, on a réutilisé beaucoup de bâtiments. 80% de nos centres de données, c'est des bâtiments qui ont une seconde vie. Et la même chose sur nos serveurs, en fait. Et c'est là où notre modèle intégré est intéressant parce qu'on peut, typiquement, après 3 ans, un serveur, il commence à être plus au top de la performance et il peut changer de client. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une seconde vie. On fait tout un cycle de remanufacturing et de retrofitting. Et on est capable de vendre des serveurs pendant 10 ans quasiment, sans problème. Donc, voilà. Donc ça, en gros, sans rien faire, on avait ces atouts-là.
qu'est-ce qui s'est passé? On se rendait bien compte en 2019 qu'on n'avait pas forcément d'efforts de communication spécifiques. C'est un sujet qui, dans le digital et dans la tech, est très important parce que collectivement, si le secteur de la tech n'arrive pas à croître de façon durable, bah, quel secteur sera capable de le faire? C'est un nouveau secteur qui a tous les atouts pour être capable de croître de façon durable. Bon. Donc, on sentait bien qu'il y avait un enjeu, mais que nous, en pleine croissance, on avait d'autres priorités, l'update des produits, la stabilisation de notre croissance à l'international, etc. Donc, on ne mettait pas en avant nos forces et surtout, on n'avait pas forcément de structure RSE en tant que telle. On avait une personne à la RH qui travaillait sur quelques problématiques sociétales, mais c'était à peu près tout. Donc, on voyait aussi arriver le Green Deal au niveau européen, les problématiques de réglementation qui commençaient à fleurir dans tous les esprits des régulateurs, des législateurs, des autorités politiques. Donc, clairement, il fallait faire quelque chose. Et donc, fin 2019, le PDG, donc, enfin, non, le DG, pardon, Michel Paulin m'a demandé, comme j'avais un background sur la partie renouvelable et partie environnementale de mes précédents jobs. Donc, il m'a dit, est-ce que tu serais intéressé par mener un effort? Mais il ne m'a pas dit quoi, il ne m'a pas dit quel objectif, il ne m'a pas dit quel budget, il m'a dit, débrouille-toi, il faut qu'on soit les leaders là-dessus. Donc, moi, j'étais enchanté d'être le sponsor là-dessus. Il y avait tout à construire. Et la taille intermédiaire dont je vous parlais chez OVH de 2000 personnes, c'est intéressant parce qu'on est suffisamment gros pour avoir une feuille de route environnementale très importante et avec des grosses ambitions. Nos concurrents, c'est quand même les GAFAM, des gens comme ça qui ont beaucoup de moyens. Mais en termes d'organisation, est-ce qu'on est suffisamment… on n'est pas un groupe du CAC 40, on n'a pas forcément une équipe RSE totalement staffée. Donc, comment on fait? Donc, la première chose, en fait, ça a déjà été d'articuler ces points forts avec tout le monde et de les faire connaître en interne. Parce que les enjeux, si je les résume, en gros, pour mettre en place ce programme environnemental, et je vous montrerai à l'issue de ce témoignage la feuille de route qu'on a publiée là en novembre. Il y avait quoi? Il y a faire connaître tous ces enjeux en interne, monter en compétences en interne. Les freins, parfois, c'était qu'en interne, on avait une culture de quasiment perfectionniste, c'est-à-dire, si on n'est pas parfait sur ce sujet-là, on n'en parle pas. Non, je pense qu'on peut dire des choses. Alors, on a encore des progrès, c'est un voyage, mais donc il y avait ces freins en interne aussi. Est-ce qu'on est légitime pour en parler? Définir les objectifs, les moyens, le staffing, le budget, et puis après, convaincre de l'ambition et du fait qu'on doit aller assez loin et agir le plus rapidement possible. Donc, on a eu un leadership offsite début 2020 où on a présenté un peu ces points forts au reste de l'organisation et on a commencé à avoir un groupe de travail transverse. Alors, on a choisi justement de faire un groupe de travail transverse avec des gens de chaque business unit, à la fois du côté sales marketing, du côté produit, du côté industriel, du côté corporate, com. On est passé par une première phase un peu brainstorm. Quels doivent être les objectifs? Avec un objectif d'être à fin février, fin mars, sur quels doivent être nos objectifs et le faire valider par le COMEX et le board. Donc, on est passé par le board aussi en février. Ils nous ont dit, ça, c'est intéressant ce que vous commencez à vouloir faire. Notre conseil, soyez authentique. On a abordé aussi la partie valeur, raison d'être, etc., mais qui était un peu plus gros comme sujet. On a choisi de se concentrer d'abord sur l'environnement. Parce que c'est vrai que la partie environnementale pure sur le cloud, c'est quand même, il y a une urgence et une envie de nos clients, de tout le monde, d'être capable de répondre à ces enjeux-là. J'essaie donc d'y aller assez vite. La partie Covid nous a un petit peu retardé dans cette démarche parce que on s'est concentré sur des enjeux opérationnels. Mais grosso modo, en mars-avril, on avait les premières, l'organisation transverse, on avait décidé de faire 6 streams, un sur la partie carbone,
un sur la partie énergie renouvelable, un sur la partie tout ce qui était responsive by supply chain. Ça, c'est des streams plutôt techniques. Et puis des streams plutôt transverses avec la partie, ce qu'on appelle comme interne et externe, hein, qu'est-ce qu'on communique. Et aussi sur l'aspect policy, comment on réagit, on interagit avec les pouvoirs publics, et notamment la Commission européenne. Aujourd'hui, vous avez peut-être pu voir, on a lancé ce qu'on appelle le Climate Neutral Data Center Operator Pact, qui est en fait l'engagement de beaucoup de fournisseurs de cloud, dont AWS, Google, nous, Scaleway, LeaseWeb, beaucoup de fournisseurs, et des fournisseurs de centres de données, si vous connaissez Equinix, etc., qui articulaient autour de vraiment 5 gros thèmes. Donc ça, c'était aussi un des streams qu'on a décidé. J'essaie d'aller un petit peu plus vite pour répondre au Q&A. Ce qui a été vraiment le point décisif, ça a été un peu après de chiffrer différents scénarios. Je prends 2 exemples. Qu'est-ce qu'on fait sur l'énergie renouvelable? Qu'est-ce que ça veut dire d'être 100% énergie renouvelable? Quel type aussi d'énergie renouvelable? Quel type de politique on fait? Notamment, expliquer les différentes qualités des projets d'énergie renouvelable. Ils ne sont pas tous égaux, en fait. Quand vous achetez des garanties d'origine, bah, finalement, il y a un impact sur la pénétration des renouvelables dans le réseau qui n'est pas si énorme que ça. Si vous faites un nouveau projet avec un nouveau développeur et vous engagez sur 15 ans avec cette personne, ce n'est pas pareil. Mais ça ne veut pas dire la même chose aussi au niveau financier et au niveau contractuel. Donc, on a fait beaucoup de travail là-dessus, et notamment, c'est dans ce cadre-là qu'on a sollicité Capgemini, parce qu'on n'avait pas forcément des équipes en interne pour articuler ce travail. Et donc, l'équipe de Florent et Arthur nous a aidés à bâtir le business case, en fait. Et ensuite, en face de nous, on avait donc Michel et Yann, qui étaient notre CEO, notre CFO, qui nous ont fait un peu subir le test, qui nous ont un peu grillé pour dire, tiens, bah, si vous voulez faire un contrat long terme d'énergie renouvelable, quelles sont les contraintes et les impacts sur nos bilans. Voilà. Et donc, fort de ça, on a décidé, on a regardé la même chose aussi sur la partie carbone, sur la partie supply chain aussi. On a décidé d'être assez, de mettre le sujet développement durable en tête de gondole de notre événement client qui était en novembre, ce qu'on appelle l'écosystème expérience, où on a notamment défini nos objectifs à 2025 sur la partie 100% renouvelable, être carbone neutral. Et on a aussi dit qu'on voulait être net zéro en 2030. Un des gros points de discussion et d'évangélisation en interne, c'est sur la partie empreinte carbone, c'est la partie fournisseur et ce qu'on appelle Scope 3 pour les experts des empreintes carbone. Ce qui se passe, c'est que bah, nous, comme on assemble les serveurs, il fallait absolument qu'on inclue dans notre bilan carbone la phase de construction des serveurs. Et en fait, on voit de plus en plus que sur tous ces enjeux environnementaux de gaz à effet de serre, il y a la partie opérationnelle, mais il y a la partie aussi construction et les devices, en fait, aussi. Et donc, nous, on veut être un peu différenciant par rapport au marché. Nos concurrents vont typiquement dire, tiens, moi, pour mes opérations, c'est tel bilan carbone. Ils parlent assez peu, finalement, de l'empreinte carbone liée à la construction et au manufacturing des devices ou des équipements. Et ben, nous, comme on a un modèle intégré, on a choisi d'y aller. Alors, on n'a pas encore toutes les données. Notre discours, il est encore à parfaire, etc. Mais on se dit qu'on ne peut pas se faire l'économie de cette partie. Parce qu'elle est cœur dans notre bilan. Dans notre bilan, ça représente quasiment la moitié de nos émissions carbone. Donc, on ne peut pas passer outre ça. Il faut savoir, par exemple, la construction d'un serveur, c'est en termes d'émissions carbone, ça représente 5 ans d'opération. Donc, il y a vraiment un sujet équipement et hardware. Donc, je vais un peu dans le détail. Je ne vais pas aller dans tout ce détail-là. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est articuler notre vision, que ce ne soit pas juste notre empreinte, mais aussi celle de nos clients et de l'écosystème.
Parce que finalement, on fait des choses pour améliorer l'efficacité, on fait pas mal de choses là-dessus, mais on voit bien qu'à un moment, c'est aussi l'usage. Qu'est-ce que les clients font comme usage de nos produits? Et comment on peut les aider à réduire leur propre empreinte. Donc, je suis allé un petit peu vous expliquer ce qu'on avait fait en 2020 et où on en est arrivé. Aujourd'hui, donc, on a bien progressé, notamment dans les discussions sur nos objectifs. On a une feuille de route qui est claire. Là, maintenant, il faut aller sur les projets. Donc, il faut faire. Et là, c'est l'autre enjeu de maintenant, c'est comment on passe de la structuration du programme, comment on staff, quel budget, à vraiment faire les projets et y aller. Donc là, on est en plein dedans. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a vraiment eu une transition dans la façon d'aborder ce sujet chez nous en 2020, parce qu'on part d'une bonne base, hein, c'est ce qu'on veut dire. Il ne faut pas qu'on ait peur d'en parler, même si ce n'est pas parfait, et définir vraiment la feuille de route, la partager en interne, hein, la partager avec tout le monde, ça a été un gros effort aussi. Convaincre beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose, donc parler, éviter le jargon et le langage trop compliqué. Par exemple, un des exemples, c'est sur l'utilisation de l'eau. Bon, on avait un périmètre, un paramètre technique, hein, c'est celui que je vous ai partagé, qui était un chiffre en litres par kilowattheure. OK, je ne sais pas si ça ne dit pas grand-chose aux gens. Maintenant, quand on dit ça représente un verre d'eau pour refroidir un serveur pendant 10 heures, là, ça commence à parler. Et puis, si on vous dit en plus que l'industrie, ce n'est pas un verre d'eau, mais c'est une bouteille en règle générale, là, on commence à réussir à positionner où on en est en termes d'efficacité énergétique. Donc voilà, je suis allé un peu dans plusieurs directions. J'espère avoir suscité des questions. Il y a une question pour toi, François. C'est une question de Florent qui dit vos concurrents lancent des plans Green IT à coups de milliards. Vous, votre ADN, c'est l'innovation frugale qui combine bénéfices économiques et minimisation de votre empreinte environnementale. Comment vous aidez vos clients à s'approprier ce genre de démarche? Alors, je suis d'accord, on n'a pas après, on peut les aider en partageant, c'est ce on commence à faire, on va faire de plus en plus, en partageant l'information avec eux déjà, et en évangélisant. On a commencé à faire une série de blogs aussi, sur qu'est-ce qu'un bilan carbone, sur la consommation d'eau, sur les bonnes pratiques. Et par exemple, il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine, et parfois il faut faire un peu le tri et puis aider nos clients à dire mais regardez ça, regardez ça. Par exemple, ce qu'on a lancé aujourd'hui avec les acteurs de l'industrie, c'est aussi se mettre d'accord en disant tiens, il y a le PUE, c'est un indicateur intéressant. Tiens, le pourcentage d'énergie renouvelable, c'est un indicateur intéressant, regardez ça. Nous, personnellement, on a un programme aussi, un des streams dont je vais parler, c'est la mesure de l'impact d'un client. Alors, ça paraît simple, on est en 2020, on se dit, mesurer l'impact, la consommation d'énergie, c'est évident. Mais maintenant, en solution cloud, vous êtes dans un environnement virtualisé. C'est-à-dire qu'un serveur physique peut avoir 100 clients dessus. Et du coup, il peut y avoir des clients qui, quelque part, codent de façon efficace, d'autres moins. Et comment on sait ça? Et en fait, c'est un problème complexe qu'on a commencé à tacler avec l'INRIA, qui justement, au niveau académique, faisait ce genre d'enchaînement. Donc l'idée, c'est que, comme sur une facture d'électricité, sur votre facture de service cloud, vous ayez votre impact CO2 le plus précis possible. Puis ensuite, une fois qu'il y a ça, on peut optimiser. Par exemple, se dire, tiens, il y aurait peut-être des heures creuses et des heures pleines en termes d'impact. Peut-être que vous, sur votre IT, vous pouvez faire un programme où ce qui n'est pas nécessaire en temps réel, vous pouvez le faire, par exemple, quand l'énergie renouvelable est disponible. Donc ça, c'est des programmes qu'on est en train de regarder qui ne coûtent pas forcément des milliards, mais il faut les déployer, il faut déployer les bonnes interfaces avec les clients, les partenaires. Et ça, on est en plein dedans aujourd'hui.
François, est-ce que tu peux repréciser les critères que OVH a pris en compte pour dimensionner l'effort et la vitesse du progrès visé? Alors, les critères, ça a été alors, sur certains streams, par exemple, comme l'énergie renouvelable, on s'est fait aider justement de Capgemini pour faire le business case et voir où on pouvait aller. Donc, on prend des experts du secteur. Sur d'autres, il y a aussi quelque part, on s'est posé beaucoup de questions au départ. Quelle doit être la timeline? Est-ce que c'est 2023, 2022, 2030, 2040, 2050? Quelle doit être la magnitude? Est-ce que c'est 75% d'énergie renouvelable? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est… Et en fait, on peut faire beaucoup d'études, mais à un moment, il faut que ce soit simple et compréhensible par le plus grand nombre aussi. Donc, pour que ce soit accepté et facilement suivi. Donc, forcément, par exemple, 2025, c'est une échéance qui est claire. Entre 2024 et 2026-2025, bon, voilà, on a choisi 2025, c'est lisible. Par contre, de plus en plus, ce qu'on voit apparaître, c'est des démarches, ce qu'on appelle les science-based targets, que vous connaissez peut-être, qui sont beaucoup plus scientifiques, enfin, je vais dire encore plus scientifiques. Et nous, on est en train aussi de regarder comment on peut… je pense que c'est un deuxième niveau en termes de maturité sur la compréhension des enjeux climat, parce que ça ne prend pas que le carbone, hein, ça prend plein d'autres choses aussi. Et nous, on va y aller petit à petit. Hein, c'est-à-dire que quelque part, là, ce que je vous ai montré comme feuille de route, pour nous, c'est un peu les actions un peu évidentes qu'on doit faire. Après, on va devenir de plus en plus sophistiqué et croître avec peut-être des indicateurs plus complexes, encore plus pertinents. Je prends l'exemple aussi du PUE, par exemple, hein, Power Usage Efficiency. Dans notre secteur, c'est quelque chose qui est très important. C'est assez simple comme métrique, ça mesure l'efficacité énergétique. Ça a des défauts aussi. Donc, on s'est aussi mis d'accord avec le reste des industriels pour dire, OK, on se met d'accord qu'il faut un objectif sur cette métrique, mais il faut aussi aller chercher une métrique plus complète et plus, encore plus exhaustive dans un temps de 2-3 ans, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'itérations et beaucoup aussi l'espèce de working group qu'on a fait en transverse nous a permis aussi de tester avec des sensibilités différentes. Une sensibilité plutôt, on va dire, policy, une sensibilité plutôt industrielle, une sensibilité plutôt produit. Et donc ça, l'avantage d'avoir ce working group, on se réunissait 1 à 2 fois par semaine, hein, c'était de pouvoir valider vraiment et d'embarquer toute l'entreprise dans la définition des objectifs. Ce n'est pas venu top-down d'une direction RSE quelque part qui a dit il faut faire ça en fait. Et alors justement, merci de souligner ce point, François. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vos équipes se sont emparées vraiment de ce changement et qui a fait que ça n'a pas été la problématique d'un petit groupe ou d'une équipe RSE, mais vraiment une dynamique collective? Qu'est-ce qui fait que ça a été un levier pour vous vraiment fort? En fait, c'est encore en cours, hein. Je ne vais pas dire que c'est fait, hein. C'est encore en cours parce que il faut vulgariser les concepts. Le bilan carbone, ce n'est pas évident pour tout le monde, en fait. Ce que ça veut dire, l'économie circulaire, il y a quand même plusieurs définitions aussi. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y aurait des ambassadeurs internes, en fait. Et ça, c'est très important qu'on soit capable de démultiplier en interne le nombre de gens qui on a eu le soutien quand même aussi assez rapidement, finalement, de notre DG et du COMEX. Donc, dans tous les leaderships off-site, on en fait un tous les trimestres. Je repassais les messages et à chaque fois, on rajoutait un petit… Il faut être assez itératif. Mais c'est intéressant aussi de comprendre. Parfois, des fois, j'avais des questions qui revenaient en voyant bien. Ouais, là, on a peut-être été un peu trop vite. Il faut réexpliquer. Mais c'est bien parce que c'est un exercice aussi pour nos clients, pour le reste de l'écosystème. Donc, il y a beaucoup de vulgarisation en interne aussi. On voit aussi que c'est important dans le recrutement et dans la marque employeur
on a de plus en plus de questions pendant des entretiens. Tiens, qu'est-ce que vous faites en termes de RSE? C'est un critère qui devient de plus en plus important pour le choix d'une entreprise par un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice. Et ça, c'est vrai que ça monte assez fort. Et surtout dans un domaine comme on est dans un domaine assez compétitif, hein, la recherche de talent dans tout ce qui est informatique et computer science, c'est pas évident. Donc ça compte aussi beaucoup. Pour nous. Top. Merci beaucoup, François, pour ce témoignage et puis pour justement ces points de précision sur la mobilisation des équipes. C'est là aussi une belle transition pour le deuxième exercice de Codev qu'on va faire tout de suite, donc avec la même dynamique. Donc, je réinsiste sur la méthode et le pourquoi de la méthode. Hein. Vraiment, j'invite François de Safran à bien expliciter dans un premier temps sa problématique, présenter le contexte dans la toute première partie. Ensuite, il y a un temps de clarification. Donc, les autres participants posent des questions à François ou Alexandra de la Redoute pour le deuxième groupe. Et après ce temps de clarification, je vous invite, et François et Alexandra, à, pendant 15 minutes, juste écouter ce que disent les autres participants de votre problématique, pour collecter, comme un chercheur ou une chercheuse d'or, les petites pépites qui vont vous permettre de ressortir de cet exercice, très court, une demi-heure, avec quelques points de vue différents, quelques alternatives pour traiter votre problématique. Merci François pour ce témoignage très complémentaire à celui de Claire tout à l'heure. Et je lance donc tout de suite les deux groupes. Le groupe 1 avec François est donc animé par l'équipe avec Juliette et Noémie, et le groupe 2 autour de la Redoute avec Alexandra qui porte la problématique, animé par Pierre Shaker et Delphine qui rejoignent ce groupe. À tout à l'heure, 30 minutes, c'est parti, et on se retrouvera pour la dernière partie avec le témoignage et les invitations surtout de Kevin de Change Now. François, si tu souhaites rester, tu es évidemment le bienvenu, et nous aurons un petit temps de clôture de ce think tank où on pourra revoir l'ensemble de la méthode que nous avons suivie. À tout à l'heure.